Tout tourne rond sur cette terre, et tout s'associe, s'interconnecte, s'autorégule en une danse infinie. Tout, sauf notre culture, linéaire, cloisonnée, analytique et compétitive. Mais cette culture soutient-elle la vie, la paix, la justice, l'amour ? Et si la réponse est non, alors changeons-la. Bienvenue dans le podcast Tout tourne rond sur cette terre, le podcast qui invite à nous inspirer du vivant pour changer de culture. Je suis Marine Simon, grande amoureuse du vivant et facilitatrice en intelligence collective et gouvernance participative. Je suis aussi l'auteur de l'ouvrage collectif Tout tourne rond sur cette terre, nous sommes les seuls à l'ignorer. Mon postulat y est que l'ensemble des crises que nous vivons actuellement est dû à notre représentation du monde, aux croyances qui sous-tendent notre culture et aux actions qui en découlent. Au cours de la première saison de ce podcast, nous avons exploré avec des chercheurs et chercheuses du vivant ce qui en fait les principes. Adossée à ces partages, la seconde saison a pour thème « Bâtir une société humaine qui soutienne la vie ». Ce podcast s'adresse à notre tête, mais aussi à nos sens et surtout à nos cœurs. Le montage et l'habillage sonore sont l'œuvre délicate de ma complice Caroline Irigoyen, elle-même auteure du podcast Fréquence collective. Le revirement qui s'impose est radical. Rien n'a lieu sur cette terre qui ne m'implique. Chaque guerre est la retombée radioactive de ma haine quotidienne et de celle de mes frères humains. Tandis que chaque action juste, chaque parole claire redresse ma tête, me restitue mon humanité perdue. La représentation si commune qu'il puisse exister une vie privée qui ne concerne que moi et où tout m'est permis cesse aussitôt. Là où je me tiens est à chaque instant le point de bifurcation. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. À tout instant, le choix dépend de toi. Étrangement, cette attitude est à la fois le contraire de la toute-puissance et de la toute-impuissance. Elle nous met simplement en travail, comme on dit d'une femme qui accouche qu'elle est en travail. Cessant d'être en réaction face à toute incitation, nous pouvons désormais entrer au service de la vie. L'obligation est ce qui naît au cœur de l'homme, lorsqu'il n'est plus en réaction, mais reconnaît sa dette, écrit Yvan Amar. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'être responsable de tout, ce qui ne manquerait pas de nous rendre fous, mais de laisser résonner en nous ce qui nous rencontre. Cette obligation face à la création nous rend naturellement notre mémoire perdue. S'il fallait créer un nouveau monde, quel remue-ménage, quel découragement! La bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit seulement de le retrouver, ce monde, de le déblayer, d'en ôter les gravats. L'espoir des lendemains qui chante a pesé son poids de larmes, de fer et de sang. À force d'avoir les yeux tournés vers l'avenir, nous avons presque réussi à le détruire. L'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur comme un puits profond retrouve la trace perdue. Sans illusion, sans attente, sans esprit de profit ou de réussite, s'exposer au vent de l'être. Ne pas chercher la réponse, oser le hiatus, l'espace, l'instant suspendu. Ne pas vouloir répondre tout de suite. Suspendre le temps, laisser la vie reprendre son souffle, vider l'océan de la haine au compte-gouttes. L'important est de tenter, toujours tenter, sans souci de réussite, de mettre un instant au monde ce qui n'y était pas en catimini. Qu'un autre monde soit possible, nous le savons. Des cultures ont existé, existent, qui avaient, qui ont pour but l'anoblissement de l'homme, son accomplissement.
Il a existé et il existe sur Terre des formes d'existence dignes de l'homme et de la semence divine qu'il porte en lui. Non seulement un autre monde est possible, mais il respire depuis toujours sous celui-là, la face cachée du monde. Qui de nous retient assez longtemps son souffle en entend la pulsation? Cet autre monde affleure parfois dans le monde visible et son apparition nous bouleverse. Ce qui fait la royauté de notre aventure, c'est l'élan qui nous habite, le désir qui nous porte et nous brûle, l'ardent chemin qui mène vers. Ces extraits choisis par mon invité d'aujourd'hui sont issus de l'ouvrage de Christiane Singer, « Mais où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi ?» et le titre du chapitre « Un autre monde est possible ». Dans l'épisode précédent, j'ai eu le plaisir d'accueillir Isabelle Peloux, psychopédagogue, fondatrice de l'école du Colibri aux Amanins. Elle est venue nous parler des deux loups qui se battent à l'intérieur de nous, celui de la joie, de la confiance, de l'amour, et celui de la peur, de la colère, de la haine. De la manière dont elle accompagne les enfants de son école à reconnaître, à faire de la place, à nommer les émotions qui accompagnent la relation entre ces deux loups. La relation à soi, à l'autre, au monde, au service de l'apprentissage. Pour ce nouvel épisode, nous allons poursuivre l'exploration de la relation avec notre monde intérieur. Je suis ravie d'accueillir Nathalie Pigault, psychothérapeute jungienne, praticienne en chant d'argile. Bonjour Nathalie. Bonjour Marine. Alors Nathalie, d'où as-tu envie de parler? De quel endroit de toi? De quel vécu? De quel moment dans ta vie? Alors je pense à 3 moments. Pour commencer, j'aurais envie de dire que depuis que je suis toute petite, peut-être depuis le début de ma vie, j'ai cherché à me relier au vivant. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de sentir le mouvement de la vie m'animer et avec une soif de grandir très très tôt. Et je pense que j'ai dû puiser profondément en moi à certains moments pour trouver la force et la foi. Et j'ai toujours tenté de garder le contact avec cela. Donc ça, c'est ce qui me vient, c'est un peu les origines, je dirais. Et puis, j'aurais envie de dire aussi que j'ai envie de parler de cet endroit où je sens combien c'est nécessaire pour tous, pour toutes, qu'on soit enfant, adulte, d'être en relation. Nous sommes des êtres de relation et nous avons besoin de nous exprimer et nous avons besoin de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre les autres. Et c'est une évidence pour moi, de plus en plus, qu'on ne grandit pas seul, mais en interdépendance, relié, désirant accéder à ce qui n'est pas soi, l'autre. Voilà. Et avancer sur ce chemin de ma compréhension de moi-même pour me donner forme, quitter le chaos originel. Et je trouve que le chant d'argile répond bien à ce besoin. Et ensuite, le 3e point aujourd'hui, donc beaucoup plus actuel, c'est de parler en tant que praticienne qui a une expérience de 25 ans d'accompagnement en psychologie jungienne et puis une 12aine d'années en tant qu'accompagnante au travail au chant d'argile. Et je ne suis pas une théoricienne, je suis une praticienne. Et voilà, j'ai envie de parler de cet endroit-là aussi, et de ce que j'ai développé pour moi-même, et comment j'accompagne aussi les personnes
qui viennent me voir depuis un certain temps maintenant. Merci beaucoup. Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour évoquer avec nous cette très belle pratique du chant d'argile que j'ai eu le bonheur d'expérimenter pendant plusieurs mois et qui, je peux en témoigner, a ouvert en moi des espaces de guérison très différents de ceux que avait ouvert la thérapie classique jusque-là. Et je dirais des espaces de guérison de la toute petite fille avant l'âge de la parole, là où s'inscrivent les sécurités, les insécurités de base. J'ai vraiment senti que ça me faisait faire un travail profond dans ma terre intérieure, voilà. Et dans le cadre de ce podcast et de sa 2e saison, où nous cherchons comment bâtir une société humaine qui soutienne la vie, il m'apparaît fondamental d'y faire de la place pour les démarches qui nous permettent de guérir notre monde intérieur. Parce que comme le dit le très beau texte de Christiane Singer du démarrage de ce podcast, mais ce sont toutes nos blessures et les efforts que nous faisons pour les recouvrir de notre personnalité sociale ou pour les protéger que nous projetons sur le monde. Et dans notre relation avec les autres, humains, mais aussi autres qu'humains. Et du coup, j'ai vraiment le sentiment que ce cycle-là, cette circularité-là, c'est-à-dire l'état de notre monde intérieur que nous projetons sur le monde extérieur, qui nous reblesse à nouveau, eh bien cette circularité-là, pour moi, elle échappe beaucoup à notre culture, on n'en est absolument pas conscient. Et Gandhi nous enjoint à être le changement que nous voulons voir dans le monde. Et donc finalement, si nous souhaitons un monde de paix, à faire d'abord la paix en nous-mêmes. Et on le verra dans quelques épisodes, Bill Mollison et David Holmgren, qui sont les fondateurs de la permaculture, invitent aussi à prendre soin des humains. C'est le 2e principe éthique de la permaculture, après avoir pris soin de la terre, parce que pour eux, le soin des humains passe bien sûr par le fait d'assurer tous leurs besoins physiologiques, mais aussi et peut-être surtout de prendre soin de leur psyché et de leur conscience, car pour eux, des humains qui iront mieux avec eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, émotionnellement, affectivement, et qui auront une conscience plus alerte, prendront mieux soin de la Terre. Tu as sélectionné de très beaux passages de l'œuvre de Christiane Singer que j'aime particulièrement, je t'en remercie. Ça m'a beaucoup ému de les lire à voix haute. Et du coup, pourquoi ce texte? Pourquoi ces fragments? Pourquoi as-tu envie que je démarre par là? Alors c'est un livre qui m'a énormément touchée, rien que par son titre déjà, qui m'a donné envie de le lire. Et puis j'ai sélectionné, j'ai cherché, j'ai trouvé ce dernier chapitre qui clôture vraiment le livre. Pour moi, il est très direct, il a une forme de radicalité. Il rejoint la pensée d'Yvan Amar, que je connais mieux que Christiane Singer, dont je lis les livres depuis jeune adulte, je veux dire. Et quand elle nomme Yvan Amar avec cette obligation de conscience, ça me porte, ça m'habite, ça m'oblige depuis longtemps à aller regarder en moi, à essayer d'être dans le plus d'honnêteté possible avec moi-même et trouver la force, le courage aussi, parce que ça demande du courage, d'affronter, de rencontrer les parts de moi qui peuvent être dérangeantes. Et je te rejoins effectivement, et je rejoins Christiane Singer dans le texte, que cette nécessité de regarder en soi ce qui nous anime et comme émotion est pour moi essentielle pour pouvoir s'en différencier et progressivement comprendre qu'en fait c'est ce qu'on ne regarde pas en soi que l'on projette à l'extérieur.
Et ma croyance, c'est qu'une société est faite d'individus. Ce n'est pas un groupe au départ, et même toujours, ce sont des individus. Et c'est cet endroit-là, c'est en travaillant avec les individus que j'ai senti que c'était ma place, et c'est là que je sens que je peux œuvrer, je peux faire quelque chose. Donc voilà, Christiane Singer, en quelques phrases, parle de cette... c'est plus qu'une invitation, c'est une voix, et ça me parle très fort. Alors, dans mon expérience, comment se passe une séance de chant d'argile ? En fait, on est installé avec le ou la thérapeute, d'abord pendant un quart d'heure, 20 minutes, il y a un temps d'échange en face à face, voilà, où on échange à propos de ce qui est là, de ce qu'on traverse. Et puis, à un moment qui semble juste pour les deux, en général, parce qu'une émotion, une question, une prise de conscience est là, eh bien, le ou la thérapeute va nous inviter à aller nous installer à une table sur laquelle est disposé un cadre de bois qui fait à peu près 50 sur 50, une dizaine de centimètres d'épaisseur, et qui est rempli à ras-bord d'argile. Voilà. Et à partir de là commence un voyage dont je vais te laisser parler, Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste cette pratique du chant d'argile ? Alors en fait, je vais compléter peut-être aussi ce que tu dis. C'est-à-dire que, imaginons que c'est toi, donc tu t'installes devant le champ d'argile qui est sur la table, et moi je suis sur le côté, et je vais t'inviter à sentir ta position, comment tu es installé, les pieds au sol, bien en appui, et quand tu es prête à fermer les yeux. Et attendre, enfin, parfois, en général, on n'attend pas. Un mouvement va arriver, et tu vas prendre contact avec ce qui est devant toi, c'est-à-dire le cadre en bois et l'argile qui est à l'intérieur, qui a une qualité de malléabilité et de résistance. Malléable pour pouvoir former, et résistance pour pouvoir aller rencontrer l'appui que la matière peut te donner à son contact. Donc, tu fermes les yeux et tu suis le besoin des mains. Et moi, tout le temps de la séance, je suis avec toi par la voix, j'observe ce qui se passe, toi tu es dans le mouvement, moi je suis dans la perception de ton mouvement. Et je vais t'accompagner par la voix avec des phrases de type « laisse faire les mains »,« suis le besoin des mains ». Et en fait, ma principale action va être de soutenir ton élan vital. Ce qu'on appelle en chant d'argile l'élan vital, qui est ta vitalité intrinsèque, instinctuelle, que chacun d'entre nous porte en lui, mais qui a pu subir des blocages, des empêchements, des restrictions, dont on n'est pas conscient, qu'on est porteur de cette vitalité que l'on peut appeler, que l'on peut mobiliser, et qui va nous emmener un peu plus loin sur notre chemin que Jung appelle le chemin d'individuation, qui est le chemin d'advenir à soi-même, d'aller de plus en plus vers la totalité de soi et la réalité de soi-même. Une séance dure, le temps dans le champ d'argile dure environ, de mon expérience, une quarantaine de minutes, jusqu'à 1 heure. Et il va y avoir, c'est un voyage, d'autant plus que tu as les yeux fermés, donc ça aide beaucoup à lâcher le mental, à lâcher les images. On ne s'intéresse pas dans le champ d'argile
à la représentation. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de se mettre en contact avec son élan vital, d'utiliser les mains, le souffle, le corps, et de rentrer dans vraiment ce qui va être le majeur, ça va être de rentrer en contact avec ses sensations. Plus que ses émotions, même si les sensations, souvent, vont activer le plan émotionnel. Mais ça va être... la sensation va être le sens du toucher, le sens qui va nous permettre d'avancer dans ce voyage intérieur. Et c'est par la sensation aussi que l'on va avoir des réponses, que l'on va trouver quel est notre besoin et comment y répondre. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné au fil des séances que j'ai pu vivre, c'est comme ce cadre en bois, il est toujours le même, avec cette argile qui a l'air d'être toujours la même, et comme à chaque fois, je l'ai abordé différemment, ça a été une rencontre très différente, et vraiment, je me demandais au bout de 10 séances, je sais plus, est-ce que je vais vraiment avoir une rencontre différente ? Et oui, la manière, voilà, à certains moments, je me voyais attaquer, ou rentrer en relation avec cette argile de façon très douce, en ayant d'abord besoin de la caresser, d'en faire tout le tour, et puis à certains moments j'avais besoin de la creuser en son milieu, puis parfois sur les bords du cadre, et ça a toujours été une surprise de laisser faire les mains comme ça, et de laisser faire le corps, et de laisser monter les émotions, parce que je peux vraiment, évidemment, attester qu'il y a des choses qui remontent, des émotions, des vécus, des images, mais auxquelles on ne s'accroche pas, et où finalement la Terre permet de les recevoir et de les dépasser, d'aller plus loin. Et c'est une vraie... oui, je peux vraiment attester que en rencontrant cette Terre avec les mains, c'est soi-même qu'on rencontre. J'ai toujours eu l'impression que j'étais en train de mettre mes mains à l'intérieur de moi-même quelque part, et de malaxer ma propre matière. Oui, oui, c'est très juste. Et à l'intérieur de nous, eh bien, on va rencontrer d'autres qui ne sont pas nous. Et qu'on va matérialiser dans des formes archétypales. Et que l'on va placer, en fait, nos mains vont, par exemple, modeler une forme ronde, et ça va créer un vis-à-vis devant nous, et on va rentrer en relation. L'accompagnant va observer comment est-ce que tu rentres en relation avec cette forme. Quand tu parles de forme archétypale, tu parles de quoi pour nos auditeurs, auditrices qui ne sont pas habitués à ce genre de... Alors les formes archétypales, en tout cas nous que l'on repère et que l'on trouve, et que je crois qu'on rencontre dans toutes les cultures, le rond représentant le maternel, le féminin ou le maternel, la forme allongée qui se dresse est une forme qu'on va dire type phallique, qui va représenter le masculin ou le paternel. Et ça, c'est vraiment des formes qui reviennent très régulièrement, même dans les travaux d'enfants et dans les travaux d'adultes. Et la forme ronde, mais la forme aussi en creux, tout ce qui est forme plutôt de type contenant, hein, quand tu vas faire quelque chose dans lequel tu peux aller mettre tes mains. J'ai oublié de dire également que dans le dispositif, il y a le cadre et l'argile, mais on a aussi un récipient d'eau. Voilà, à température plutôt un peu plus qu'ambiante, c'est-à-dire un petit peu chaude. Et en fonction de tes besoins, de ton besoin du jour, hein, tu vas utiliser de l'eau ou pas. Et là, c'est pareil, c'est pas du tout quelque chose que tu anticipes avant, auquel tu réfléchis, mais à un moment donné, ça prend sens d'aller mettre sa main dans l'eau, simplement de la mouiller, ou bien de mettre de l'eau aussi dans l'argile. Et du coup, est-ce que tu nous parlerais, j'aime beaucoup quand tu évoques
cette circularité de toucher, être touché, entrer en relation, voilà, cette circularité qui se passe entre soi et cette terre, mais qui en fait existe, comme tu le disais au démarrage, dans la relation. Si je relationne avec un autre fatalement que l'effet me revient. Est-ce que tu peux nous parler de cette circularité ? Oui, alors en fait, donc je parlais de la sensation tout à l'heure. Donc Heinz Deiser, qui est le créateur de cette méthode, a développé toute la théorie de l'haptique. Haptique qui veut dire, qui vient d'aptos en grec, qui veut dire à la fois toucher et mouvement. Et il a découvert que quand on touche un objet, la façon dont on va le toucher va déterminer ce que l'on va recevoir comme information dans un second temps. Et ça a été vraiment la théorie de base qu'il a ensuite développée. Et il s'est aperçu que le champ d'argile était donc, on pouvait travailler au niveau vraiment sensorialité, et c'est ce qu'on fait toujours de toute manière, mais il y a aussi le champ relationnel. Et là, sur le champ relationnel, on rejoint un petit peu ce que je disais sur les formes archétypales qui peuvent émerger, où on rentre en relation avec un autre que soi-même. Et dans le champ d'argile, on va pouvoir gérer le moi, l'instance, le moi, la personnalité, va, dans un premier temps, va nous montrer, nous, accompagnants, et à elle-même aussi, mais elle n'en est pas consciente, comment est-ce qu'elle gère une relation importante pour elle, parce que ça va être toujours des relations importantes qui vont prendre forme dans le champ, des relations qui ont participé à sa construction, à sa structuration. Et donc comment elle gère la relation à cet autre. Et sa façon de la gérer va montrer comment il a pu y avoir des empêchements dans la relation, comment il a pu y avoir des manques, et ce qu'elle aurait besoin de récupérer pour elle-même, et comment elle aurait besoin de transformer, de gérer autrement, ou d'arriver même à gérer. Parfois, on n'a même pas pu gérer. Donc, arriver à gérer une relation importante pour elle, qui n'est plus tant dans la relation extérieure à son père et sa mère, enfin, en fonction de son âge, en tout cas quand on est un adulte déjà, avec un âge déjà un peu mature, il n'est plus question des parents réels, mais les parents introjectés. Voilà, les images que l'on porte en nous et dont on n'est pas conscient, mais qui peuvent générer des empêchements, qui peuvent nous maintenir dans des manques affectifs. À ce moment-là, ça peut donner des situations où on va répéter ce manque affectif dans la relation à un autre humain, à l'extérieur, et d'arriver à transformer dans le champ d'argile et à se donner la possibilité d'une meilleure qualité relationnelle à partir de la sensorialité, est extrêmement ouvrant et libérateur, et donne à chaque fois plus de force au moi qui sent que, oui, j'ai été capable effectivement de traverser des émotions, de traverser des peurs, des interdits, et j'ai su faire. Et ça, c'est vraiment très très net combien c'est soutenant dans la vie ensuite, dans un second temps, quand on retourne dans sa vie relationnelle, on a gagné quelque chose, on a véritablement gagné des appuis intérieurs, et on a grandi en différenciation, on n'est plus autant inconsciemment assujetti à cette relation, une relation de manque, on va dire, mais on a pu se redonner à soi-même ce dont on avait besoin. Oui, tout à fait. Moi, je me souviens, ça me rappelle un souvenir de séance où des événements de ma vie m'avaient remis en contact avec l'insécurité affective que je pouvais ressentir avec ma mère petite, qui était assez abyssale. Et devant le champ d'argile, je me suis assise devant le champ d'argile,
Et je me suis sentie dans une telle vulnérabilité, la malléabilité, le fait que cette terre était molle, me donnait l'impression que j'allais m'y enfoncer et m'y perdre. Et je me souviens de l'émotion, de la terreur que là, adulte, 60 ans, j'ai pu faire remonter, qui probablement était en proportion avec la terreur de la petite fille, hein, de cette insécurité, et de pouvoir pleurer devant ce champ d'argile, et à quel point ça m'a permis de réparer ça, de laisser monter cette émotion qui était enfouie quelque part dans mes caves, qui évidemment, parce qu'elle était enfouie quelque part dans mes caves, m'influençait à certains moments, en tout cas prenait la place, créait, si pas un empêchement, en tout cas une espèce de kyste autour duquel, voilà, dans ma vie, je pouvais avoir mis un tas de choses en place. Et là, le fait de pouvoir l'exprimer, je sentais bien que ça m'a permis de réparer. Et du coup, j'ai vraiment senti à quel point le cadre en bois sur lequel j'ai mis mes mains et la présence de mon thérapeute, mon accompagnant, m'ont donné le soutien nécessaire pour oser y aller. Petite personne ne m'a donné ce soutien. Probablement que j'ai négocié moi-même avec ce que je pouvais. Voilà, j'ai inventé des choses pour pouvoir vivre ça. Et là, il y avait vraiment quelque chose qui me permettait d'y aller sans me perdre. Voilà, et de voir comment je pouvais, à partir de moi-même, reconstruire une relation solide, stable, et avec cette petite fille blessée. Oui, et j'ai envie d'ajouter que ce qui a été... il y a eu plusieurs choses dans ce que tu dis, enfin, qui me parlent. Il y a le moment où tu peux, parce que tu trouves une sécurité, donc dans le cadre, dans l'appui, dans l'accompagnant, et aussi en toi-même, tu as pu libérer une affectivité, un émotionnel, qui était peut-être jusque-là à un endroit compensé. Hein. On ne grandit pas de façon... homogène. Voilà, il y a des parts de nous qui grandissons plus vite que d'autres en fonction de notre histoire, et on laisse toujours, on a toujours à un endroit un enfant blessé, on peut dire, ou un endroit du manque qui peut pendant tout un temps de la vie ne pas poser trop de difficultés, mais sauf que arriver surtout dans la seconde moitié de la vie, où là la question va être vraiment d'aller à la rencontre de soi, on va avoir besoin de la totalité de soi. Voilà. Et du coup, eh bien, ça va se présenter. Alors j'ai parfois des personnes qui ont déjà fait beaucoup de travail sur elles et qui sont très surprises à leur premier chant, et surprises et même un peu embêtées ou un peu dérangées, parce qu'elles retrouvent quelque chose d'une part d'elles qui est restée dans l'ombre en fait, ou dont elles avaient conscience mais elles n'avaient pas pu aller vraiment au bout de la libération, et puis c'était pas encore le moment, et que là en fait tout ce qui se présente dans le champ d'argile, ce qui a besoin de se réactualiser, il faut bien comprendre que si ça se réactualise, c'est parce que on a besoin absolument de toute la potentialité qui était derrière pour continuer d'avancer. Et alors quand on a fait du travail sur soi, ça peut aller très vite. Voilà. Mais notre structure, on ne la change pas. On a une structure dans les premières années de notre vie, on en a besoin. Et elle n'est jamais parfaite. Ça, il faut le savoir. Elle est toujours un peu bancale. Et en même temps, c'est ce bancal qui va orienter notre vie et qui va, si on le prend avec conscience, devient une série d'opportunités et d'occasions de grandir et de se libérer davantage et de développer son empathie, sa compréhension de l'autre aussi. Et voilà, et j'avais envie d'ajouter ça. Et aussi que donc tu as pu déposer, tu as pu être en contact à ce moment-là avec ton émotion. Et là, on pourrait dire que tu arrives dans dans le processus du champ d'argile, à ce qu'on appelle la gestalt primale, la première gestalt, où là tu es en contact avec quelque chose qui
qui touchent à ta biographie. Et ce qui est très important, et je trouve que ça c'est vraiment une des forces aussi du chant d'argile, avec le soutien de l'accompagnant, tu vas aller au-delà. Tu vas être accompagné pour aller au-delà justement de la blessure. Parce que évidemment c'est important, nécessaire de la reconnaître et de la vider, je pourrais dire, et pour l'intégrer, pour lui trouver une place beaucoup plus sécure à l'intérieur de soi. L'honorer même. L'honorer, la reconnaître, ça participe vraiment à notre humanité et à notre humilité. Donc ça c'est essentiel. Et ce qui est aussi essentiel, c'est d'avoir les moyens, les possibilités de continuer le chemin, d'aller plus loin. Et ce plus loin, à ce moment-là, c'est d'aller jusqu'à ce que Deuser a appelé la gestalt finale, la gestalt optimale, où à ce moment-là, le moi va être un peu en terre inconnue. Hein, en tout cas, dans ce moment de passage, c'est un moment très crucial, c'est ce qu'on appelle la crise aussi, où là, vraiment, la personne qui est au travail a besoin de beaucoup de soutien, parce qu'elle serait tentée de s'arrêter là, elle pense que voilà, c'est déjà super d'être là, mais non, il y a moyen d'aller vraiment plus loin, et donc avec le soutien de l'accompagnant, de rentrer dans l'inconnu d'elle-même, on pourrait dire. Et qui est finalement, c'est ce que tu me disais en préparation de ce podcast, l'inconnu d'elle-même, c'est déjà un autre. On a un autre à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça. L'inconscient est un autre pour le conscient, est un grand inconnu. J'aime beaucoup aussi le travail de Karl Fried Graf Durkheim à ce propos, qui est psychothérapeute et philosophe allemand. Et je partage ça dans mon livre « Tout tourneront sur cette terre ». Il a consacré une grande partie de sa vie à tenter de déblayer les chemins qui mènent à ce niveau de l'être. Et il considère que notre petit moi, notre ego, notre personnalité, perçoit un premier niveau de réalité influencé par notre culture. Je trouve qu'il est très clair là-dessus, sur la différence entre le petit moi et ce que tu appelles et ce qu'on appelle le soi, le moi essentiel. Donc ce petit moi qui perçoit une réalité influencée par notre culture, notre enfance, la manière dont nous avons appris à entrer en relation et les conclusions que nous avons tirées de ces expériences. Parce qu'il y a évidemment les faits et puis il y a les conclusions qu'on a tirées et qui nous conditionnent. Et une seconde part de nous-mêmes, qu'il appelle le moi essentiel, le soi pour Jung, et qui demeure voilé, enfoui, tant que nous ne partons pas à sa recherche. Et pour Durkheim, ce qui nous indique, l'existence de cette part de nous-mêmes est un état de manque qui perdure sans qu'aucun élément extérieur ne parvienne vraiment à le combler. Tant que nous demeurons davantage préoccupés par des besoins de sécurité matérielle, sociale, affective de notre petit moi, nous entretenons l'insatisfaction, la frustration, la peur de manquer, de perdre, de déplaire. Et il dit que si nous acceptons l'invitation de cette souffrance à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, nous comprenons que celle-ci ne provient pas du monde, mais d'une conscience qui cherche à nous relier à notre part divine et à la reliance du tout. La rencontrer signe pour lui la fin de la souffrance. Tel est pour lui le sens profond de nos vies. Et pour y parvenir, il dit qu'il nous est nécessaire d'embrasser les deux pôles de notre nature humaine en un seul soi, acquérir un état d'être où l'homme est de plus en plus ouvert à la voix et à la vocation de son être essentiel, et en même temps de le manifester au sein de la vie, de son œuvre dans le monde. Donc il ne s'agit pas de séparer l'homme, la femme du quotidien et cet être qui pourrait s'asseoir en ascèse. Voilà, ces deux-là doivent pouvoir s'unir à l'intérieur de nous et que cela signifie vivre le quotidien comme exercice, comme pratique de la voie intérieure. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il dit et que finalement, ce que tu disais aussi dans la préparation de ce podcast, c'est que, quelque part, alors ça c'est mes mots, c'est la vie nous veut du bien, parfois on peut être un peu affligé des répétitions dans notre vie, mais finalement,
La vie est tellement généreuse, comme tu le disais, qu'elle nous sert des répétitions de boucle en boucle jusqu'à ce qu'on accepte d'aller y voir, en fait. Voilà. Et c'est vrai on est dans une culture où quand il nous arrive un déboire ou une difficulté, on a tendance à se prendre la tête en disant « mais pourquoi ça m'arrive encore à moi ? Pourquoi moi ?» Voilà. Et en fait, si on peut le voir comme une opportunité, comme une invitation de la vie à aller attraper cette échelle de cordes là et à oser aller réinterroger son histoire, à oser aller réinterroger les conclusions qu'on a tirées pour voir s'il n'y en a pas juste 150 autres qui nous seraient plus profitables. Voilà, ça ce serait vraiment cette circularité là aussi entre les signes de la vie et le fait de faire ce travail sur soi, voilà, est une magnifique invitation. Alors on le voit dans ce podcast depuis un certain nombre d'épisodes, le vivant est mouvement. Le vivant est gestation, naissance, développement, mort. Le vivant est fait de cycles, de circularité, de saisons. Est-ce que tu nous parlerais des saisons de notre développement psychique ? Peut-être tu appelleras ça autrement. Alors je peux t'en parler à travers la lecture de la pratique du chant d'argile. Puisque je reçois des enfants en chant d'argile, des adolescents, des adultes, des jeunes adultes et des adultes autour de 50, 60 ans. Et effectivement, on ne travaille pas la même chose. Le chant d'argile va vraiment proposer à chaque période, grande période de la vie, un dispositif pour se développer, on va dire. Voilà. Alors un enfant, moi je reçois des enfants à partir de 4 ans, et ce que je vais observer, ce à quoi je vais être attentive, d'abord c'est évidemment la relation, puisque là les enfants ont les yeux ouverts, c'est du jeu pour eux, hein. Et ils vont jouer dans le chant très vite, pas tout de suite forcément à l'âge de 4 ans, mais un peu plus tard, dans le chant relationnel entre papa et maman. Les premières années, 4, 5 ans, 6 ans, ils ont besoin d'acquérir tout ce que Deuser a appelé la boîte à outils, c'est-à-dire toutes les possibilités que la main peut donner. Donc de prendre, de presser, de creuser, de piquer. Ils vont utiliser beaucoup l'eau. Et là, ça va nous donner une sorte de diagnostic haptique, hein. Si vous vous souvenez, c'est le mouvement, le toucher. Donc comment, dans le sensorimoteur, l'enfant se développe, et est-ce que son âge affectif et sensoriel correspond à son âge biologique. Si ça ne correspond pas, nous, accompagnants, on en est conscient, et on va l'aider à acquérir ou récupérer ce dont il a besoin pour aller un peu plus loin. Et chaque âge de l'enfant, ça va être comme ça. C'est une possibilité de diagnostic, donc ça c'est vraiment très précieux, qui a été très très bien structuré par Deuser. Et quand on arrive à voir ce dont l'enfant a besoin, ce qui lui manque et où sont ses ressources, on va pouvoir l'accompagner, l'aider à se remettre justement dans ce flow, ce mouvement vital qui est naturel, qui est en chacun de nous, mais qui, pour plusieurs raisons, peut être empêché. Est-ce que tu aurais l'un ou l'autre récit de séance que tu peux nous partager, tout en étant évidemment dans le respect, mais pour qu'on puisse se le représenter? En ce moment, j'ai une tranche d'âge. Voilà, des fois c'est plus large, mais là en ce moment c'est vraiment des enfants entre 7 et 10-11 ans. Et là ils sont dans 2 étapes. À la fois entre 7 ans jusqu'à 8 ans et demi, 9 ans, ils sont en recherche d'équilibre. Et ils ont besoin pour ça de mettre en jeu des formes
qui vont avoir une stabilité, une solidité et une possibilité d'être reliés. Là, ça c'est ce que nous, on va observer pour voir comment est-ce que l'enfant acquiert l'équilibre. L'équilibre étant entre papa-maman ou entre les figures parentales. Ça peut être d'autres personnes que papa-maman, mais en tout cas, il a besoin de 2 pôles. Et il a besoin, on va l'accompagner dans le sens de l'équilibre pour vraiment poser ces 2 pôles. Donc on peut voir un enfant qui va faire une forme, qui va construire une forme à droite, par exemple, et puis au bout d'un moment, il va faire ils utilisent souvent l'eau, ils font beaucoup de circuits aussi à cet âge-là, et les circuits vont vraiment avoir un sens de reliance. Et nous, on va être attentifs de voir, on ne dirige pas, comme avec les adultes, on soutient, on soutient, on peut questionner éventuellement, et à un moment donné va apparaître une deuxième forme, et nous, donc l'enfant n'en a pas conscience, mais en fait il est en train de faire l'autre pôle. Et l'étape d'après va être comment il va relier ou pas. Et donc de champ en champ, on va voir comment il va évoluer dans l'acquisition de cet équilibre et comment, pour l'étape d'après, donc les enfants de 9-11 ans, à ce moment-là, ils vont faire apparaître, en tout cas ils vont avoir besoin de faire apparaître une forme solide également, qui va être un vis-à-vis, et contre laquelle ils vont pouvoir aller se confronter. Et là apparaît l'image du père, parce que c'est le père, l'archétype paternel, on va dire, la figuration du père, qui ouvre la porte vers le monde. On sort du maternel, ça c'est les premiers temps. Après il y a l'équilibre, papa-maman. Et puis ensuite il y a la rencontre avec, et se confronter au père. Et aller jusqu'à, donc je pense à un garçon là, c'est assez formidable, en quelques chants, un enfant assez timide, plutôt intellectuellement développé, mais émotionnellement il se sent dans une vulnérabilité, il a 10 ans, il se sent avec beaucoup de peur, lié à la nuit, voilà. Et je vois de chant en chant, donc il répète beaucoup, on parlait de répétition tout à l'heure, mais il répète beaucoup, et ça c'est une façon d'intégrer pour les enfants, quand le mouvement nous semble avoir du sens, évidemment. Et là, il est vraiment dans l'appui, il est dans la résistance, il cherche vraiment, il n'est pas du tout avec l'eau, il cherche la résistance de l'argile. Et il va, là, dans son dernier chant, construire une forme, il va prendre toute l'argile, il va construire une forme. Il l'avait déjà fait dans le chant précédent, mais là, il l'a refait d'une façon encore plus précise et plus assurée, et dans laquelle il va donner des coups de poing. Voilà. Et je le vois de plus en plus, à chaque fois, son geste est de plus en plus lâché, il ne se retient plus, il n'est pas dans une frénésie, donc il faut faire attention, les enfants qui partent dans des gestes très très rapides, en fait ça peut être le signe qu'ils se décollent d'eux-mêmes un peu, qu'ils partent ailleurs, donc pas du tout, là il est vraiment présent et il donne des coups, et il va finir par donc aplatir cette forme, toute l'argile, et lui donner une forme de creux, voilà, dans laquelle il va pouvoir aller mettre ses mains. Et j'ai trouvé vraiment ce processus vraiment magnifique, il se sentait très très bien à la fin, et il avait pu réparer, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, il a confronté, il a détruit, mais un peu en lien avec ce que tu disais, l'argile reste, l'argile ne disparaît pas. Et ça, pour l'enfant, c'est quelque chose de très structurant, de très sécurisant, puisque après avoir agressé, au sens haptique, pas émotionnel, mais vraiment il y est allé, il a pu en prendre soin.
Voilà. Tout à fait, et ça, on avait échangé ça aussi lors de la préparation du podcast. Moi, une des choses aussi qui était apprenante et réparante, ou en tout cas, oui, réparante ou soulageante pour moi, c'est à chaque fois que je revenais en séance, c'était cette terre que j'avais malaxée, triturée, parfois malmenée, je la retrouvais impeccable. Et de revoir cette terre que je n'avais pas blessée, qui revenait dans son intégrité, pour moi, était vraiment un vrai miroir avec mon intégrité que j'étais en train de retrouver. Et il y a de ça dans ton témoignage par rapport à cet enfant. Donc après la confrontation, arrive l'étape jusqu'à l'âge de 14 ans où l'enfant va aller, c'est des moments que je trouve très beaux aussi. Enfin, ils sont tous très beaux, mais il est particulièrement touchant pour moi. C'est le moment où il va commencer à se construire lui-même. Dans le sens où il a suffisamment de conscience. Or lui, il n'a pas conscience, il joue, il continue de jouer. Mais on va voir un enfant qui va commencer à créer des formes au centre du champ. Et il n'est plus dans la recherche d'équilibre, il n'est plus dans la confrontation. Il construit des formes qui vont manifester de sa singularité, de sa personnalité. On voit le moi qui a déjà plus de maturité et qui commence à comme prendre conscience de lui-même, même si lui ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais moi je peux voir ça. Voilà. Et donc ça va graduellement aller de plus en plus, en fait, jusqu'à 18 ans. 14, 18, c'est vraiment... il va manifester dans le champ d'argile des formes ou une création plus large qui le ramène vers lui, voilà, dans laquelle il se reconnaît. Et ça, c'est très très structurant, c'est très bon, surtout pour les adolescents. Voilà. Ce moment où ils sont un peu en mue, ils muent, ils sont en mutation, ils sont en crise, et avec l'aspect très concret de l'argile, dans le dispositif accompagnant le cadre en bois, ils vont à chaque séance pouvoir se retrouver et construire le sujet qu'ils sont. Voilà. Et amener de la constance dans cette conscience d'exister, dans leur réalité. Et pour des enfants ou des adolescents qui peuvent être très vite dans quelque chose d'aérien, de virtuel, de non incarné, avec cette fascination que ça peut exercer, en contrepoint, le travail dans l'argile vient vraiment ramener de l'ancrage, de l'incarnation et de la sécurité du coup. Parce que la sécurité nécessite de l'appui. Et là, vraiment, avec l'argile, on peut vraiment sentir, et puis on peut le jouer, on peut vraiment on peut le vivre, en fait, très concrètement dans notre corps. Donc voilà, et ensuite, il y a la période jeune adulte, et jusqu'à une quarantaine d'années, où ce dont il va être question, c'est la rencontre avec le monde. Et là, on retrouve ce que je disais tout à l'heure sur le champ relationnel. On va travailler notre biographie. On va trouver on peut retrouver la question de l'équilibre, on peut retrouver la question du maternel, de se redonner du bon maternel dans quelque chose où on sera plus dans le toucher, un toucher plus relié à la peau, au sens de la peau, et avec lequel on va utiliser de l'eau parfois. Voilà, on va être dans quelque chose qui est nourrissant. On peut aussi manifester on a eu un manque au niveau de l'équilibre, donc on va rétablir de l'équilibre dans la biographie toujours. Et puis la question de la confrontation, donc on peut aussi voir des formes plutôt de type phallique. Bon. Est-ce que tu dirais que c'est un moment de la vie où on peut être en train de chercher à développer en soi le bon père et la bonne mère, c'est-à-dire ces figures qui
qui soit ajusté à qui nous sommes. Oui, tout à fait, parce que il va être question de ça, c'est-à-dire de vraiment continuer de quitter le père et la mère biologiques, les parents réels, on va dire, à l'extérieur. Il est plus question de chercher un appui de ce côté-là, mais d'aller chercher nos appuis internes pour nous développer dans le monde. Voilà. Et c'est évident que en restaurant notre relation à nos figures maternelles et paternelles à l'intérieur de nous, en apprenant à les gérer comme il nous convient, comme c'est juste pour nous, on va avoir beaucoup plus d'assurance dans notre relation, par exemple, à notre patron au travail, sur lequel peut être très facilement projeté des figures maternelles ou paternelles, ou en relation avec notre conjoint, conjointe, et là la même chose, ou dans nos relations sociales ou associatives. Tout ce qui va être la relation au monde extérieur, individuelle ou collective, nécessite que l'on se sente suffisamment individué, sujet en fait de sa vie, et non plus l'objet de ses parents. Voilà. L'objet de ses parents, mais la difficulté quand on est adulte, c'est les parents qu'on a introjectés. Voilà. C'est-à-dire avec lesquels on sent, sans en être conscient, on a construit nos croyances, on a construit, tu parlais de conditionnement, on a construit nos références. Mais il est temps, pour continuer notre chemin d'humain, de remettre ça en question et d'aller à la rencontre de soi. Et là, on arrive à 45 ans. Jung, à l'époque de Jung, il parlait plutôt même de 37 ans. Je me souviens, j'avais lu ça. C'était très précis pour lui. Ça le concernait peut-être lui, je ne sais pas, je ne sais plus. En tout cas, nous, on est plus vers entre 40 et 50 ans, où là, le rendez-vous, il n'est plus tellement dans la question de l'affirmation de soi, l'affirmation du moi et le positionnement par rapport au monde extérieur, mais la rencontre avec ce que Jung a nommé le soi, qui est notre être profond, on va dire, qui est beaucoup plus chargé de notre potentialité, et de potentialités qu'on a pu ne pas mettre au service, qui n'ont pas été utilisées par le moi, on va dire. Et là, ça va être un moment de la vie où ça va être un moment plus intérieur, où on va aller rencontrer cette dynamique on va développer la dynamique entre le moi et le soi, si elle n'a pas été déjà activée suffisamment. Là, il va falloir vraiment l'activer davantage et aller rechercher en fait les parts de soi que l'on n'a pas utilisées jusque-là. Je trouve très jolie cette histoire, et en t'écoutant, en fait, je vois aussi l'évolution du végétal, de cet enfant qui cherche l'équilibre avec ce cotylédon qui sort là, avec ses deux feuilles, et qui cherche cet équilibre, et puis voilà, ça se développe, ça pousse, il y a quelque chose de l'ordre de la fleur à l'âge adulte, là, et puis de ce fruit, et de la nature, de la fructification, voilà, c'est en tout cas l'image qui m'est venue en t'écoutant. Voilà, comment aussi dans ce niveau d'intériorité, de psychisme, nous sommes pleinement vivants, nous appartenons à ce cycle du vivant. Nous sommes pleinement vivants et nous sommes même de plus en plus presque... On peut se sentir plus vivant à 50 ans qu'à 20 ans. Absolument, parce qu'on si on a fait ce travail de conscience, on va être en contact avec une vitalité qui n'a pas d'âge, qui est intacte,
C'est ça, et qui n'a pas de dette avec personne, qui se découvre, qui n'a de compte à rendre à personne, qui peut aller pleinement dans son palpitant. Ouais. Merci Nathalie. Merci Marine. Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt. Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de 3 jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Keygreen pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.